Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'art du mentaliste. Je suis Alexis Dieu et comme chaque semaine, on se retrouve avec Taha Mansour. Hello Alexis, comment ça va? Ça va super et toi? Très très bien. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire bienvenue dans l'art de ne pas dire, Absolument, parce qu'on n'est pas tout seul. absolument. Je suis très content de pouvoir enfin inviter au podcast Clément Viktorovitch. Hello Clément. Hello, salut les amis, quel plaisir. Ravi de t'inviter. Ça va être un très chouette épisode et tu clôtureras la saison 2 de l'art du mentaliste. Félicitations. Voilà, incroyable. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, tu es une personne à plusieurs casquettes. Tu es politologue, streamer, youtubeur, auteur et plus récemment comédien dans ton spectacle. À la base, tu as eu une formation en sciences politiques et une maîtrise d'histoire à la Sorbonne. Tu as passé un doctorat en sciences politiques et tu enseignes la rhétorique et la négociation à Sciences Po, l'ESSEC et l'ENA, qui n'existe plus aujourd'hui. En 2017, tu lances des chroniques sur l'actualité et la décortication des discours politiques, d'abord sur CNews pendant 2 ans. Ensuite, tu t'en vas pour aller chez Click, puis tu rejoins France Info et Quotidien, où en parallèle de ça, tu lances ta chaîne Twitch, pour te lancer officiellement, complètement indépendamment en 2023, si je ne me trompe pas. En parallèle de ça, tu écris en 2021 ton livre Le pouvoir rhétorique. Et enfin, très récemment, fin 2023, tu coécris un spectacle avec Ferdinand Barbet qui s'appelle L'art de ne pas dire, où tu joues un vicieux personnage qui veut se venger des politiciens qui l'ont viré. Donc, il explique un peu toutes les techniques qu'il leur a dévoilées. Je vous invite fortement à aller voir le spectacle, une pépite. Et donc, aujourd'hui, tu es complètement derrière Twitch. Tu streams, tu remets ça sur YouTube et tu apparais par-ci par-là pour étudier politique. Beaucoup de casquettes. Il y a une chose, moi, qui me questionne beaucoup derrière tout ce que tu fais, c'est l'objectif. Est-ce que toi, tu t'es donné des objectifs quand tu t'es lancé dans tout ça? Quel était ton fil rouge, on va dire, ton parcours? Oui, c'est en effet la question qu'on peut se poser après un tel résumé vertigineux de ces 10 dernières années. Alors qu'en réalité, le fil rouge, il est assez clair, et il est assez clair dans mon esprit depuis le tout début. Il va peut-être vous paraître étonnant parce qu'il peut sembler éloigné. Moi, j'ai une obsession qui m'accompagne et à laquelle je suis en train, en réalité, de dédier ma vie, c'est travailler à l'approfondissement de la démocratie. C'est la grosse prise de conscience qui m'a frappé lors de ma première année de doctorat, même avant encore, mon année de Master 2 à Sciences Po, le moment où j'ai commencé la recherche en sciences politiques. C'était la prise de conscience que ce que l'on appelle démocratie est un mot en réalité, ou un concept en réalité plus complexe qu'il n'y paraît, plus partagé, troublé. Et en réalité, notre démocratie représentative, où l'on se contente de voter pour des gouvernants qui gouvernent dans une grande partie à notre place, pour une large part à notre place, eh bien cette démocratie est finalement assez peu démocratique. Et comment faire pour l'approfondir, pour toujours partager davantage le pouvoir aux citoyennes et aux citoyens, pour redistribuer le pouvoir, pour faire en sorte que chacun et chacune d'entre nous ayons davantage de place dans la prise de décision. Comment faire pour que nous soyons tout simplement davantage maîtres de notre destin commun? C'est l'obsession qui m'anime et le fil rouge finalement de tout ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser d'abord à la rhétorique et à l'appréhender comme une arme, une véritable arme démocratique que j'ai eu à cœur non pas déjà d'acquérir moi-même, pour non pas la mettre au service des puissances, que j'aurais pu faire, hein, j'aurais tout à fait pu devenir le personnage de mon seul en scène, j'aurais pu devenir un conseiller en communication qui accompagnait un responsable politique pour peut-être prendre puis exercer C'est le quelque chose que pouvoir. tu as envisagé à un moment donné quand même ou pas? Je ne l'ai jamais envisagé sérieusement, mais cela aurait pu se présenter. J'ai eu des offres, évidemment, tout au long de ma carrière. D'ailleurs, auprès de politiques de plus en plus élevées, et je les ai toutes refusées. Je ne me suis jamais mis au service de quiconque, précisément parce que moi, j'appréhende la rhétorique, au contraire, comme une arme à redonner aux citoyennes et aux citoyens, pour que chacun et chacune d'entre nous puissions reprendre le pouvoir sur les mots, sur les discours, mettre à distance les argumentations qui nous sont soumises, et puis même au-delà, prendre la parole chacune et chacun d'entre nous. Et donc ça a été le sens de
de mon engagement dans la rhétorique qui m'a amené à donner des cours. Bon, tu l'as rappelé dans des établissements d'enseignement supérieur, mais pas seulement. J'ai aussi été l'architecte d'un projet autour de la rhétorique à Montreuil. Et Complètement. voilà, je sais que tu y participes encore aujourd'hui toi-même. Donc, c'était important pour moi d'essayer de redistribuer la rhétorique. C'est le sens de mon livre. Je voulais écrire un livre qui condense de la manière à la fois la plus accessible, mais aussi la plus exhaustive possible, les techniques rhétoriques pour que tout le monde puisse se les approprier sans en garder aucune par deux vers moi, sans en garder aucune pour moi, pour mon seul bénéfice personnel. J'ai vraiment tout donné dans un seul livre qu'on a voulu le plus synthétique et le plus accessible possible. C'était quelque chose d'important. Et c'est ce qui m'a amené aussi à faire ces chroniques à la télévision. J'aurais pu rester chercheur enfermé dans ma tour d'ivoire, mais j'ai vraiment voulu venir devant le grand public pour décrypter avec les citoyennes et les citoyens les prises de parole des politiques, et puis aussi pour donner les concepts pour que, au bout d'un moment, les gens n'aient plus besoin de moi et puissent décrypter elles-mêmes et eux-mêmes Les propres discours. Exactement. Et aujourd'hui, c'est le sens de mon engagement aussi sur Twitch pour, encore une fois, contribuer à populariser, démocratiser, partager mes connaissances à la fois en rhétorique, mais maintenant aussi de plus en plus clairement en politique. Et puis aujourd'hui, bon, j'ai un engagement qui même va au-delà, puisque je me suis permis de faire une proposition, on y reviendra peut-être tout à l'heure, une proposition authentiquement politique. J'estime, moi, qu'aujourd'hui, il est temps que les citoyennes et les citoyens se réapproprient le pouvoir, rediscutent les règles institutionnelles. Je pense que cette 5e République dans laquelle nous sommes enfermés dans le rôle de citoyennes et citoyens, électeurs et électrices, et où, au fond, on a bien peu de pouvoir autre que celui de glisser un bulletin dans l'urne, moi, je pense que ce système a fait son temps et que, au gré de la période que nous vivons, qui est une période de grande incertitude institutionnelle, sans doute serait-il le temps, je crois, l'opportunité peut-être est-elle venue, de se poser la question comment faire pour réécrire peut-être nous-mêmes, citoyennes et citoyens, une nouvelle constitution dans laquelle nous aurions davantage de place. Peut-être le temps est-il venu d'une démocratie authentiquement participative. C'est en tout cas la proposition que je formule. Ça a l'air d'être comme ça un peu idéaliste. On a l'impression que je rêve un peu, mais derrière, il y a des travaux en sciences politiques, il y a une vraie proposition structurée, il y a un chemin pour y parvenir. Est-ce qu'il y a un modèle qui existe déjà qui suit ce schéma-là, je veux dire, dans le monde, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été théorisé? Non. Mais il faut commencer quelque part, en tout cas. C'est le seul problème. Je ne sais pas si tu veux qu'on ouvre ce dossier immédiatement, parce que ça peut nous emmener loin, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre modèle de démocratie représentative, je crois, et c'est ce que j'étais en train de débaucher entre les lignes finalement, notre modèle de démocratie représentative, je crois, arrive à bout de souffle. Tout le monde voit les coutures, tout le monde voit les ficelles. On a compris maintenant que cette fiction du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple n'était rien d'autre que cela, précisément une fiction, et que le gouvernement par le peuple, ah bon, mais que faisons-nous à part glisser un bulletin dans l'urne? On peut manifester, c'est vrai, on peut manifester. Est-ce qu'on est écouté pour autant? Hier un petit peu, aujourd'hui de moins en moins. Quel est encore le véritable pouvoir du peuple et gouvernement pour le peuple? Peut-être, mais ça veut dire quoi? Qui est apte à décider ce dont le peuple a besoin quand on voit qu'une réforme comme la réforme des retraites était rejetée par l'immense majorité des citoyennes et des citoyens, par l'intégralité des syndicats, par la rue et même par la majorité des parlementaires, et que cette réforme a été adoptée? Qui alors, sinon un homme enfermé à l'Élysée, se permet de décider ce qui est bon pour le peuple? Et peut-on encore l'accepter aujourd'hui? Donc je crois que ces coutures-là craquent de partout, et tout le monde voit qu'aujourd'hui la démocratie représentative, elle est à bout de souffle. Donc moi j'ai la conviction, peut-être à tort, mais j'ai la conviction que de toute façon ce modèle-là va évoluer vers autre chose. Et c'est là où j'en viens à la réponse à ta question. Il y a un contre-modèle qui existe aujourd'hui, et pour le coup, dont nous avons des exemples à travers le monde. C'est le contre-modèle autoritaire. On voit en Hongrie, au sein de l'Union européenne, un glissement de la démocratie vers l'autoritarisme. On voit la même chose aujourd'hui aux États-Unis, avec Donald Trump. On en a vu une ébauche au Brésil, au moment du gouvernement de Jair Bolsonaro. Hélas, on en a un exemple absolument criant en Russie, avec Vladimir Poutine. Donc le chemin vers l'autoritarisme, il est tracé. Et on voit des forces aujourd'hui à l'œuvre dans notre pays qui veulent nous y emmener. Moi, je veux croire qu'un contre-modèle à cela existe, que je ne veux pas me résigner à voir notre démocratie représentative basculer dans l'autoritarisme. Je pense qu'un contre-modèle délibératif, participatif est possible. Est-ce qu'il y a des modèles dans le monde? Non. Au moment où on parle, personne n'a encore réussi. Mais c'est pas parce que personne n'a encore réussi que c'est impossible. Complètement. Et précisément,
nous autres politistes réfléchissons à cette question depuis maintenant 40 ans. On a des travaux, on a des chemins, on a des modalités. Il y a plein de dispositions que l'on pourrait inventer ensemble. Un Sénat citoyen tiré au sort, par exemple, aux côtés d'une Assemblée nationale élue. C'est très facile à faire, on sait le faire fonctionner. Et ça pourrait apporter tout d'un coup un regain de participation et d'engagement des citoyens. Des conventions nationales sur tous les sujets, on sait le faire, c'est très simple. Des agoras citoyennes dans tous les quartiers, ou du moins dans toutes les villes, où les citoyennes et les citoyens pourraient se rassembler pour parler politique. Au moment des Gilets jaunes, les gens ont commencé à se rassembler sur les ronds-points pour parler politique. Alors c'est très bien, c'est très enthousiasmant, c'est merveilleux. Il y a du commun qui en est sorti. Il y a de la prise de conscience collective, de la politisation à vitesse grand V qui s'est créée. Mais enfin, avions-nous vraiment besoin de nous rassembler sur les ronds-points? Ne pourrions-nous pas institutionnaliser cela dans des maisons du peuple où il y aurait de l'éducation populaire, du partage de compétences, et puis une forme d'assemblée générale où les citoyennes et les citoyens pourraient se rassembler tout simplement pour tisser des liens, discuter politique, mettre en commun leurs expériences, forger du commun. Bon, tout ça, il y a un moyen. Et pour y parvenir, l'outil, il est très simple. C'est une assemblée constituante tirée au sort dans laquelle les citoyennes et les citoyens rédigeraient leur constitution. Et là aussi, on a des exemples. Pour l'instant, ils n'ont pas été couronnés de succès, mais on a des exemples. Encore une fois, on sait comment le faire fonctionner. En tout cas, je ne me résous pas à penser que parce que personne ne l'a encore jamais fait, c'est impossible. C'est impossible. Au contraire, je pense que tous les travaux nécessaires par les politistes ont été effectués et le chemin existe. Je pense même que le chemin pourrait être emprunté par la République française aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je souhaite, c'est ce pourquoi je me bats et j'essaye de le faire à ma petite échelle. En partageant la rhétorique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'essaie de le faire d'une part en popularisant cette idée, en expliquant que oui, si c'est possible. Et puis, moi, l'entrée que j'ai choisie dans cette obsession de partager le pouvoir, c'est la rhétorique. C'est le fait de dire que pour qu'on ait une démocratie pleinement participative, il faudra qu'on ait des citoyennes et des citoyens capables de décrypter les discours et de produire leurs propres discours. Ça s'appelle partager la rhétorique. Tu as parlé à plusieurs moments, tu as dit que la rhétorique est une arme. Si on pousse cette idée-là, est-ce que tu es en train de mettre en avant une sorte de Second Amendment de la rhétorique en France? Un truc de tout le monde serait armé et donc du coup tout le monde serait protégé? C'est un peu ça l'idée ou il y a autre chose derrière? Non, c'est exactement ça en réalité. Que la rhétorique soit une arme, je pense que tout le monde le voit. C'est-à-dire que déjà, d'une part, tout le monde en a fait l'expérience, tout le monde, je pense, dans sa vie personnelle, parce que la rhétorique, c'est pas simplement l'art des publicitaires, des communicants et des politiciens. La rhétorique, c'est l'art de convaincre. Alors, dit comme ça paraît encore un peu éthéré, mais je le présente différemment. La rhétorique, c'est l'art de faire passer ses idées, de défendre ses convictions. Je le dis de manière encore plus générale. La rhétorique, c'est l'art de faire entendre ce qui est important pour soi. Et une fois qu'on a dit ça comme ça, on fait tous et toutes de la rhétorique à chaque instant de notre vie, pas simplement dans notre vie professionnelle ou dans notre vie citoyenne, mais dans notre vie personnelle, avec nos proches, notre famille. On fait entendre ce qui est important pour nous. Combien de fois on se dit, j'aimerais que cette personne entendre ce message que j'ai à lui faire passer. Mais comment lui dire? Et plus important encore, comment lui faire entendre? Cette question-là, c'est une question rhétorique. On cherche à convaincre l'autre de ce qui est important pour nous. Et donc, la rhétorique, une fois qu'on l'a présentée comme ça, tout le monde, je crois, voit bien que oui, c'est une arme dont on peut souffrir, on peut être blessé par des mots, on peut être blessé d'être dominé dans une argumentation, dans un dîner de famille où on tente de faire entendre quelque chose d'important pour nous et où notre voix ne porte pas, voire même notre voix est rabaissée. Ça peut être extrêmement douloureux, ça peut même blesser profondément. Donc, que la rhétorique soit une arme, c'est une évidence. Combien de minorités sont discriminées, malmenées, stigmatisées dans les discours politiques et en souffrent? Comment ne pas voir qu'en effet, c'est une arme? Et tu l'as très bien dit, à partir du moment où la rhétorique est un instrument de domination qui s'exerce sur ceux qui ne la possèdent pas par ceux qui la possèdent, alors il n'y a qu'une manière de s'en libérer. Il n'y a qu'une manière de garantir que ce pouvoir soit exercé équitablement. C'est de s'assurer qu'il soit partagé par tous et toutes. Et c'est ce que moi j'essaye modestement de faire. Est-ce que, quand tu dis comment lui faire entendre, tu as parlé justement de pouvoir le transmettre et de pouvoir convaincre les gens. Pour toi, c'est quoi les erreurs principales que les gens font quand ils essaient de convaincre? Ou quelles sont les erreurs que tu as pu voir que les gens ne comprennent pas la rhétorique? Est-ce qu'il y a des éléments que tu vois où tu te dis, tiens, ça c'est la chose à ne pas faire si on veut avoir une bonne rhétorique? Il y en a un grand nombre, évidemment. Mais je commencerai par le commencement. En fait, la première leçon de la rhétorique,
c'est de comprendre qu'il n'y a pas de bons arguments en soi. Alors, il y a des bons arguments en soi au sens des arguments rigoureux. Un argument peut être objectivement rigoureux, il est conforme aux règles de la logique, il est conforme aux faits qui sont observables, qui sont répertoriés. Bon, un argument peut être fort peu rigoureux s'il est frelaté, s'il est mal construit, s'il utilise des faits qui n'ont pas existé ou qui ont été déformés, des données qui ont été inventées ou qui ont été détournées. Bon, un argument peut être bon ou mauvais au sens plus ou moins rigoureux. Mais il n'y a pas de bon argument en soi au sens d'un argument efficace. Un argument, il n'est toujours efficace que par rapport à un auditoire donné. Et c'est là l'erreur que souvent les gens font, et moi le premier d'ailleurs, c'est qu'on a tendance, quand on cherche à convaincre, à utiliser un argument qui est important pour nous. Un argument qui nous tient à cœur, un argument qui souvent nous a nous-mêmes convaincus et dont on fait une sorte de joyau, voire même un totem précieux dont on ne peut se départir parce que c'est notre argument. C'est celui qui il a énormément de valeur pour nous parce que c'est celui qui a emporté notre conviction. Et on oublie que pour convaincre l'autre, il faut aller chercher un argument qui lui parlera à lui ou à elle, un argument qui viendra percuter son système de valeurs d'une manière qui sera audible, qui sera acceptable. Et cela, parfois, ce sera le même que celui qui nous a nous-mêmes convaincus, et parfois, ça implique d'aller chercher quelque chose d'autre. L'exemple que je prends souvent, parce que je pense qu'il parle très facilement. Admettons que je veuille convaincre un interlocuteur de la nécessité de manger un peu moins de viande. Bon, imaginons. Et imaginons que moi, ce qui m'a convaincu de cela, c'est une thématique de souffrance animale. Voilà, j'ai vu les vidéos dans les abattoirs, ça m'a percuté, ça m'a meurtri, et j'ai décidé c'est pour moi ma vision du respect de la vie animale et de la vie tout court, d'arrêter de consommer de la chair animale. Bon, imaginons que j'ai fait ce chemin-là. On est convaincu ou pas, peu importe. Moi, imaginons que j'ai fait ce chemin-là. Je cherche à en convaincre mon interlocuteur, et puis je vais me heurter à un mur. Et pourtant, je vais lui montrer les vidéos. Il s'en fout. Je vais lui décrire la souffrance des animaux. Ça le touche pas. Je vais tenter des arguments par la comparaison en disant mais attends, ta sœur, elle a bien un chat, le chat Croquette. Tu l'aimes beaucoup Croquette. Ah ouais, j'aime beaucoup Croquette. Il est trop sympa. Il vient me faire des câlins et tout. Bon ben, t'aimerais pas qu'on lui fasse du mal. Oh ben non, on va quand même pas toucher à Croquette. Bon ben donc la vache Marguerite, c'est pareil. Bah non, c'est une vache, c'est Marguerite, je m'en fous. Bon, tu vois, tu te heurtes sur un mur. En fait, le problème, c'est que dans le système de valeurs de ton interlocuteur, lui, fondamentalement, il estime que la vie animale est inférieure à la vie humaine. Il a peut-être tort, il a peut-être raison, c'est son avis. C'est son système de valeurs. Tu vas pas le changer. Tu vas pas aller toucher au système de valeurs profond de ton interlocuteur. Par contre, tu te souviens tout d'un coup que lui, il est écolo. Et là, tu te rends compte que depuis 1 heure, tu te heurtes à un mur, alors qu'en fait, le mur fait simplement 1 mètre de long et que tu pouvais le contourner en faisant 2 pas de côté, en lui disant... Par ailleurs, savais-tu que l'élevage, c'est une des premières sources d'émissions de CO2, une source d'émissions grave et qui permettrait de nous faire économiser énormément de gaz à effet de serre. Et là, lui dit, mais non, c'est pas vrai. Tu dis, bah si, c'est vrai. Lui, il dit, bah non, n'importe quoi. Tu lui montres les chiffres. Il dit, oh la vache, oui, c'est vrai. Et là, tout d'un coup, tu viens de semer un atome de doute. Peut-être qu'il y repensera. Et peut-être même que, non pas pour des raisons de souffrance animale, mais pour des raisons d'écologie, il diminuera un petit peu sa consommation de viande. Et là, tu te rends compte que tu as argumenté à partir de l'argument qui t'a convaincu et pas à partir de l'argument qui pouvait le convaincre. Tu pars de ses croyances et de ses valeurs pour pouvoir l'amener à cet objectif-là ou à pouvoir le convaincre à cet objectif-là. Et ça ne veut pas dire manipuler, c'est-à-dire que là, on pourrait me dire, oui, mais du coup, c'est de la démagogie. C'est-à-dire que tu ne dis pas à l'autre ce que tu penses, tu dis à l'autre ce qu'il veut entendre. C'est pas très éthique tout ça, Clément. Voilà. Mais en fait, le fondement de la démagogie, c'est de porter une position qui n'est pas la tienne. Effectivement, si moi je suis candidat à une élection, que moi je mange des quantités astronomiques de viande et que j'en ai absolument rien à foutre ni de la souffrance animale ni des émissions de gaz à effet de serre, mais que je sais que mon auditoire c'est plutôt un auditoire et mes électeurs potentiels ils sont plutôt bobos, gauchistes, urbains, végétariens. Bon, là je vais leur dire attention, il faut arrêter de manger de la viande, alors que moi je me suis empiffré un steak à midi, attention, il faut arrêter de manger de la viande. Bon, là je serais démagogue, je ne dirais pas ce que je pense, je dirais ce que les gens veulent entendre. Et ça effectivement, il faut s'en détourner. Mais là, ce dont je parle, ça n'est pas de tenir une position qui n'est pas la nôtre. C'est de tenir notre position, mais d'utiliser pour la défendre un argument qui n'est pas celui qui nous a convaincus nous, qui est celui qui convaincra l'autre. Mais l'argument en question, s'il est lui-même rigoureux, s'il est lui-même valide, s'il a lui-même de la valeur, peu importe qu'il m'ait ou non convaincu moi et qu'il convainque l'autre, si l'argument a de la valeur et que la position c'est la mienne, selon moi, on reste totalement dans le domaine de l'éthique. Pour toi, c'est ça la différence entre la rhétorique et la manipulation ? Ça, pour moi, c'est la différence entre la conviction et entre l'argumentation fondée sur ses propres valeurs et la démagogie.
Ok. La démagogie, c'est vraiment ne pas convaincre de ce dont on est soi-même convaincu, mais convaincre de ce dont l'interlocuteur est déjà A convaincu. envie d'être convaincu. Ok. Exactement. La démagogie, c'est celui qui n'a pas de position propre, qui va juste chercher ce qui va flatter ses électeurs, les brosser dans le sens du poil pour obtenir leur vote, leur suffrage, leur préférence, quel que soit le contexte dans lequel on est. Donc ça, et effectivement, la démagogie, selon moi, elle est en partie manipulatrice, précisément parce que je ne suis pas sincère, je ne suis pas authentique dans ce que je défends. Donc en effet, là, il y a pour moi une des frontières entre, si on veut, l'argumentation et la démagogie, l'argumentation et la manipulation, mais il y a d'autres frontières. C'est marrant, j'ai l'impression que je fais un parallèle avec. Alors, c'est extrême, mais il y a un parallèle avec les troubles psychopathiques que l'on peut voir chez certaines personnes, où notamment on réalise que quand quelqu'un essaye de dire la vérité ou ment, il va se baser sur ce que lui a vécu. Et donc la tension va arriver quand il va inventer quelque chose qui va à l'encontre de beaucoup de ses réseaux de neurones qui se rappellent que c'est pas ce qu'il a vécu. Pour des profils plutôt psychopathiques que l'on remarque, on réalise que la tension n'arrive pas quand ils racontent des choses qu'ils n'ont ou pas vécues, parce que leur cerveau ne cherche pas ce qu'ils ont vécu, ils recherchent à plaire à l'autre. Et leur niveau d'acceptation d'un argument ou d'un discours, c'est quand l'autre est OK avec moi. Et donc, c'est ce qui fait qu'on réalise que pour ces profils-là, c'est extrêmement difficile de détecter leurs mensonges ou quoi que ce soit de ce type-là, parce qu'il y a justement ce conflit ils se basent uniquement sur est-ce que je suis content avec ce qu'ils sont en train de raconter, et non pas est-ce que moi, je suis aligné avec ce que je suis en train de dire. Tu veux donc dire qu'une grande partie des politiciens seraient des psychopathes? Je te laisse ce jugement. je le considère intéressant intellectuellement. Je ne me risquerai pas à l'endosser. Moi, j'ai juste fait un parallèle avec des recherches sourcées scientifiques. C'est la seule chose. Quels sont... pour toi, comme là, tu as parlé justement de rhétorique, de pouvoir s'affirmer, si je fais l'avocat du diable, on pourrait se dire, oui, mais donner ces outils-là pourrait pousser des personnes sans parler de démagogie, mais des personnes avec un mauvais fond, on va dire, de manipuler les autres. C'est-à-dire que, en fait, ça me donne une arme de pouvoir pousser n'importe quelle personne à aller n'importe où. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que pour toi, il y a une limite entre les deux? Oui, bien sûr, c'est indiscutablement vrai. Il est vrai que dans mon livre, dans les formations que j'ai fait pendant longtemps, encore une fois, je n'ai rien caché. Et j'ai notamment transmis, c'est tout un chapitre du livre, l'art de la déloyauté argumentative, les sophismes, ces arguments faux mais qui ont l'apparence du vrai, la manipulation via la rhétorique, grosso modo. Je l'ai étudiée et je la transmets. Bien sûr, je la transmets dans l'intention de lutter contre. C'est-à-dire que moi, quand j'écris mon chapitre sur les sophismes dans mon livre, mon intention, c'est que les lecteurs et les lectrices soient capables derrière de les repérer et de ne pas se laisser avoir. Mais je ne suis pas naïf. Je sais que transmettre le décryptage de la manipulation, c'est transmettre la manipulation elle-même. Je ne crois pas du tout et je n'ai jamais cru à cette posture que moi je juge confortable de dire j'enseigne la contre-manipulation. J'enseigne la lutte contre la manipulation. Oui, mais les gens sont intelligents. Ils sont tout à fait capables de renverser le paradigme. Et d'ailleurs, le livre de Robert Cialdini, Et c'est ce que j'allais dire. Influence et manipulation. Ce livre-là, Cialdini, il l'écrit avec une écriture un peu béni oui-oui, un peu bisounours. Oui, oh là là, moi je me suis longtemps laissé manipuler, alors j'écris ce livre pour apprendre aux autres ce que j'ai appris moi-même, c'est-à-dire lutter contre la manipulation. Et alors moi, c'est intéressant, parce que Influence et manipulation, excellent bouquin. J'ai, dans mon parcours, dans les rencontres que j'ai fait, croisé beaucoup de gens qui l'ont lu. Les personnes qui l'avaient le plus lu, le mieux lu et qui le connaissaient le plus par cœur étaient précisément des personnes qui avaient travaillé l'art de manipuler et qui l'assumaient. C'était des coachs en séduction, c'était des communicants, des publicitaires qui avaient lu le bouquin comme un manuel de manipulation. Donc ça n'existe pas, le fait de dire « je vais simplement enseigner la contre-manipulation ». Non, on transmet la connaissance. Les lecteurs et les lectrices en feront derrière ce qu'ils veulent. Comment moi je sors de cette tension-là? Parce que tu pourrais me dire, mais du coup, tu es aussi en train de former les pires salopards de demain. Eh bien, justement, la seule manière de sortir de cette tension, la seule manière de ne pas se faire aspirer dans ce dilemme qui consiste à dire si j'enseigne la contre-manipulation, j'enseigne aussi la manipulation et donc je forme des manipulateurs, donc je n'enseigne pas la manipulation. Oui, mais d'autres l'enseignent à ma place et donc les manipulateurs de toute façon trouveront toujours une source. Et donc comment je fais? La seule manière de sortir de ce dilemme, c'est de transmettre la connaissance à tout le monde, à chacune et à chacun. Et à partir du moment où tout le monde dispose de la connaissance, eh bien plus personne ne peut l'utiliser comme une arme de domination. La rhétorique, la frontière entre
la frontière entre la rhétorique comme instrument de domination et la rhétorique comme outil d'émancipation, c'est juste le fait qu'elle soit partagée à chacun et chacune. Quand elle est réservée à une élite ou à un petit nombre, elle est un outil de domination au service de ces personnes-là. Quand elle est partagée à chacun et chacune, elle devient un outil de libération, d'émancipation, parce que plus personne ne peut manipuler sans être immédiatement repéré par ses interlocuteurs et ses interlocutrices. Complètement. Petite parenthèse d'ailleurs sur Robert Cialdini par rapport à ça, 2 choses. La première, c'est que le titre original de son livre en anglais, c'était Influence. En français, on l'a traduit influence et manipulation. Comme quoi, vraiment, il y avait cette envie-là de manipuler, alors Absolument. que lui, à la base, il ne voulait absolument pas la faire. Et dans l'introduction de son 2e bouquin, Persuasion, il dit justement, comme les gens voulaient manipuler, je vous donne un livre du coup axé sur la manipulation. Allez-y, faites bon comme vous semble. La question c'est, là avec des nouveaux modes de parole, tu as parlé notamment des arguments qui sont mieux construits que d'autres, des trucs qui sont factuellement vrais, des structures qui sont plus intéressantes que d'autres. Je trouve qu'aujourd'hui on va dans une nouvelle ère où l'information change énormément. On va de plus en plus, je trouve, dans l'ère du clash, dans l'ère des petits extraits rapides qu'on peut repartager sur les réseaux, qui vont se partager rapidement. Et même avec mes parents, il y a des fois où ils m'échangent des bouts d'extraits qu'ils ont vus pour me dire regarde, telle personne a fait ci. Et du coup j'ai l'impression qu'il y a un changement même dans la manière dont l'information est transmise et reçue. Pour toi, c'est quoi la suite par rapport à ça, par rapport à la rhétorique, par rapport à la transmission d'informations? Sur les mutations de l'espace médiatique que tu soulignes, évidemment, tu as raison, mais je noterais quand même que ce n'est pas cela n'épuise pas les évolutions du système médiatique. Et au contraire même, je trouve qu'on voit aujourd'hui nos canaux de transmission d'informations aller dans 2 sens qui sont totalement divergents. Certes, en effet, une tendance à toujours des extraits plus courts, à toujours des arguments plus brefs, à toujours moins de mots. Ça a commencé avec Twitter, où il fallait réussir à structurer sa pensée en 140 caractères. Maintenant, c'est TikTok, où si on n'a pas accroché l'attention après 22 millisecondes, les gens vont passer au TikTok suivant. Bon, donc là, on voit bien qu'en effet, il y a des prises de parole qui favorisent la pensée de plus en plus condensée, ramassée et donc simplifiée. Et je pense qu'on peut le déplorer. Mais en même temps, d'autres plateformes, et je pense notamment à YouTube et Twitch, ont au contraire permis l'apparition de formats beaucoup plus longs qui en réalité avaient disparu. C'est-à-dire que quand tu y réfléchis, il y a 20 ans, avant l'arrivée de YouTube, qui écoutait des formats, des interviews qui duraient plus d'1 heure? Franchement, pas grand monde. Enfin, c'est-à-dire qu'à part les quelques auditeurs de France Culture qui écoutaient France Culture le dimanche à 23h et qui, en effet, pouvaient avoir des entretiens de 2 heures avec des silences au milieu, bon, eux, oui. Ou Arte. Parfois. Arte un petit peu. Mais les formats qui prenaient le temps de prendre le temps, tu en avais bien peu en réalité dans les médias nationaux qui déjà, il y a une vingtaine d'années, vivaient l'obligation à la brièveté, à l'efficacité. Les prises de parole dans les JT étaient quand même, le JT qui est l'émission quotidienne la plus regardée de France, les prises de parole quotidiennes dans les JT étaient ramassées en 2 minutes 30, voire beaucoup moins. Bon, alors que YouTube a amené les interviews longues. On voit fleurir aujourd'hui sur YouTube des interviews qui font 1 heure, 2 heures, parfois plus de 2 heures et qui cumulent des millions de vues. Et je ne parle même pas de Twitch où on peut se permettre de développer sa pensée sur des heures entières en ayant des centaines de milliers d'auditeurs, parce que Twitch, évidemment, quand tu regardes une chaîne Twitch, tu dis il stream devant 8000, 9000, 10 000 personnes, ce qui est déjà beaucoup de monde pour Twitch. Tu peux te dire qu'est-ce que c'est 10 000 personnes face aux centaines de milliers qui regardent une chaîne d'infos en continu. Oui, mais si on ajoute les replays sur Twitch, les replays sur YouTube, les replays en podcast, on arrive à des chiffres qui sont comparables de plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont restées pendant plusieurs heures pour suivre une pensée construite. Donc, j'ai l'impression que on a les 2 évolutions en même temps, que en effet, la mode est à la brièveté et c'est de plus en plus manifeste, mais la mode est aussi dans le même temps au retour d'une pensée construite. J'ai l'impression qu'il y a une vraie demande pour cela. Et ça, selon moi, c'est un motif d'espoir en réalité pour l'avenir. C'est quoi pour toi, si tu devais construire un média idéal en termes de communication? Parce que tu as parlé de Twitch et j'imagine que c'est pour ça du coup que tu es sur Twitch, c'est cette liberté-là de pouvoir t'exprimer. On voit aussi que tu as une approche assez différente des autres streamers dans ta manière d'aborder Twitch aussi et ton interaction avec les Twitchers ou les viewers. Les viewers. Si tu devais imaginer un média
idéal qui pour toi serait vraiment le tip top du partage d'informations, ça serait quoi? Ou ça serait sous quelle forme? Je pense en fait précisément qu'il ne faut pas rêver à un média idéal. C'est la meilleure manière de se planter, d'aller dans le mur, parce que Ok. il y a trop de contraintes différentes qui pèsent sur la même émission. Et trop de publics différents qui veulent des choses différentes. Donc je pense que si on veut un média unique pour les rassembler tous, à mon avis, c'est la meilleure manière de se planter. Mais typiquement, moi, le modèle que j'essaye d'avoir sur Twitch, à titre personnel, il me convient merveilleusement. Et peut-être qu'il s'en rapproche un petit peu. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais? C'est vrai que sur Twitch, je fais des lives qui durent 4, 5, parfois 6 heures, le temps de développer ma pensée. Pourquoi? Parce que déjà, ça me permet moi-même d'avoir le temps de trouver mon fil. On ne trouve pas tout de suite on trouve pas toujours ce qu'on voulait dire exactement dans la seconde. Là, cet échange qu'on a qui dure 1 heure, ce qui est déjà très précieux. Ouais, Oui, tu utilises le prompteur depuis tout à l'heure, donc Ouais, je plaisante bien sûr. je suis venu avec mon script, bien sûr. Mais là, on a un échange qui dure 1 heure, c'est déjà précieux, mais peut-être que je ne vais pas trouver exactement ce que je veux dire. Peut-être que tout à l'heure, je repartirai de ce studio en me disant « Tiens, mince, à cet endroit, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû ajouter ça, ça aurait été précieux, ça me frappera peut-être 10 minutes, 15 minutes plus tard. » Bon, sur Twitch, l'intérêt qu'on a, l'avantage qu'on a, c'est de pouvoir prendre le temps de se trouver soi-même, de tournicoter autour de sa propre pensée jusqu'à en trouver le cœur de cible, jusqu'à trouver son fil et le tirer jusqu'au bout. Ça, déjà, c'est extrêmement précieux. Et puis, on a les viewers, justement, qui sont en face de nous. Et c'est vrai que sur Twitch, il y a cette idée, et d'ailleurs, c'est l'une des critiques qu'on me fait, on me dit, au fond, tu as choisi la facilité, tu as quitté le contradictoire des plateaux pour aller dans le confort de ta chair, retrouver une parole qui se déploie sans contradiction. Je dis aux gens, mais allez-y les gars, ouvrez une chaîne Twitch. Voyez ce que ça fait d'avoir des milliers de personnes en face de soi qui sont sur le chat et qui sont prêts à contre-argumenter. Et alors, croyez-moi que quand on dit une bêtise sur Twitch, on le sait, mais alors tout de suite. C'est-à-dire que le chat explose, on voit 50 personnes dire tu t'es trompé, tu commets un sophisme, c'est pas vrai, c'est trop simple, qui disent non, on va voir telle étude, etc. On est immédiatement rappelé à l'ordre. Et c'est très bien. Et c'est très bien, c'est-à-dire que sur Twitch, ça force aussi à une forme d'exercice de l'humilité. De toute façon, on ne dure pas très longtemps sur Twitch si on n'est pas capable de dire oh là là, alors là vous avez raison, là j'ai dit de la merde, écoutez, je retire, allons lire le papier ensemble. Eh bien écoutez, vous voyez, c'est vous qui avez raison, donc je prends pour moi et je modifie mon argument. Et ça, c'est précieux. Et c'est une forme de responsabilité, au sens être responsable de sa parole et accepter que parfois une contradiction nous amène à la modifier en direct. Donc pour moi, Twitch, c'est l'exercice de la pensée en mouvement. C'est l'exercice d'une forme de réflexion avec soi-même et en même temps avec les autres. Et je trouve que c'est à la fois agréable, exigeant et précieux. Donc ça, pour moi, c'est idéal. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'envoie tout ça chez mon monteur, qui est un rouage absolument capital de toute l'entreprise. Et derrière lui, à partir de ce que je lui dis, quand je lui dis voilà, à tel endroit, là j'ai trouvé ma pensée, là c'est ça que je voulais dire en fait. Il en fait une vidéo YouTube qui va monter, dynamiser, illustrer, qui va durer 15 minutes. Et ça, pour le coup, on peut me tenir responsable de cela. C'est-à-dire que autant, si on va chercher un extrait d'un truc que j'ai dit sur Twitch sorti de son contexte, je dirais bah non les gars, c'est malhonnête. J'étais en train de réfléchir, ouais. J'étais en train de réfléchir, regardez ce qu'il y a un quart d'heure plus tard, je dis le contraire, ou regardez ce qu'il y a le Twitch suivant, le stream suivant, je reprends ma pensée. Exactement, voilà. Par contre, ce que je publie sur YouTube, là pour le coup, on peut m'en tenir pour responsable. On peut venir me dire non là t'as dit de la merde, non là ta position elle est pas acceptable, non là c'est faux, là c'est critiquable. Et je dirais éventuellement bah oui, mea culpa, vous avez raison. Et puis derrière ça, vous allez me dire oui mais bon, 15 minutes, tout le monde ne regarde pas des vidéos YouTube de 15 minutes. Eh bien, soit on fait des extraits de 3 minutes, condensés, qu'on essaie de mettre sur les réseaux sociaux. Et là, voilà, pour moi, ça, c'est un modèle qui, moi, me convient. Là, j'ai trouvé quelque chose qui, moi, me correspond beaucoup mieux que d'être enfermé dans le format chronique en 3 minutes 30 que j'avais avant et qui, évidemment, me frustrait. Ça me correspond mieux que les plateaux de chaîne info où on va pouvoir développer sa pensée, mais on va être constamment coupé, interrompu. Il va y avoir de la contradiction, mais c'est pas forcément de la bonne contradiction. Ouais. Contrairement au chat Twitch où là, pour le coup, quand on voit des gens qui trollent, qui font des interruptions inutiles, qui font semblant de ne pas avoir compris ce qu'on veut dire, qui utilisent des arguments fallacieux, on a le droit d'ignorer les messages. Et par contre, quand il y a un argument, une objection plutôt capitale à porter à mon propos et qu'elle revient 10 fois, là, on ne peut pas l'ignorer. Et là, pour le coup, on s'y confronte. Et ça, je trouve ça précieux. Donc moi, j'ai trouvé là
un modèle qui me convient, qui me correspond, que je trouve exigeant et en même temps que je trouve agréable. Donc ça, pour moi, c'est mon média idéal. Mais je l'ai inventé finalement. C'est-à-dire que je l'ai inventé. J'ai pas inventé Twitch, Oui. attention. Mais Nouvelle découverte, inventeur de Twitch. j'ai pas inventé Twitch, et j'ai même pas inventé la politique sur Twitch. Attention, mais cette articulation-là, où en fait, on a à la fois Twitch, YouTube et les réseaux sociaux qui sont imbriqués en un, c'est ce que j'ai élaboré ces derniers mois. Et aujourd'hui, ça me convient à 100%. Oui, en fait, en gros, pour atteindre ces 15 minutes, voire ces 3 minutes vraiment idéales de la pensée hyper structurée, il y a besoin de ce temps de 4-5 heures pour justement réussir à le développer et l'atteindre. Là où, en fait, si on allait déjà immédiatement dans cette chose-là, ça serait hyper réduit, on serait un peu déçu. Ça fait un parallèle avec un épisode qu'on avait fait sur le flow, où les différentes recherches sur l'état du flow montrent que une séance de travail de moins de 2 heures ne peut pas atteindre un flow parfait. Et qu'on a besoin plus de 2 heures, voire 2 heures et demie pour être sûr d'atteindre sur cette durée-là un état de flow où toutes les pensées fusent et tout est parfaitement aligné. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu un lien. Oui, c'est vrai. Et quand tu es sur Twitch, c'est quelque chose que tu ressens très, très clairement. C'est-à-dire que moi, il y a certains streams dont je ressors très heureux et où effectivement tu rentres dans un flow, tu rentres dans les mots coulent aisément les uns après les autres, ils s'enchaînent naturellement, ta pensée elle te semble limpide, lumineuse, tu trouves toi-même ta structure, tu navigues dans ton raisonnement d'une manière à la fois libre, en t'autorisant des digressions, des réponses, et en même temps tu ne perds jamais de vue ta cible. Et ça, quand on ressort de ça, de cet état de flow, on se dit, bon bah voilà, là j'ai bien travaillé, et j'ai mis la flèche au cœur de ma cible. Et puis parfois, ça arrive que la magie ne se produise pas, soit parce que on est plus fatigué que prévu, on a l'esprit moins précis, moins clair, soit parce que le sujet auquel on se confronte, on se rend compte, on pensait avoir beaucoup de choses à dire et puis on se rend compte qu'on ne le maîtrise pas si bien que ça, et qu'il y a des objections du chat qui sont légitimes et qui nous montrent à nous-mêmes que on s'est peut-être aventuré sur un terrain un peu glissant, et on ressort du stream en disant bon bah ouais, aujourd'hui, j'ai pas trouvé mon flow, j'ai pas atteint le cœur de ma cible. Et c'est comme ça, il faut l'accepter. Ça, moi, en fait, là où je trouve que c'est intéressant, c'est que ça me ramène en fait à une expérience et un exercice que j'ai fait longtemps et que j'aimais beaucoup, c'est le cours. Moi, j'ai très longtemps. Alors, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je donnais surtout des cours, tu l'as dit, de rhétorique et de négociation. Donc, c'est la transmission de compétences plus que de connaissances, ou au moins autant que de connaissances. Mais j'ai longtemps donné des cours de sciences politiques, de philosophie politique, de droit constitutionnel. Et je me souviens de ce plaisir que j'avais à préparer mes cours. Et puis ensuite, devant les étudiants, en fonction de ce que j'avais préparé, à essayer de trouver mon lien, de trouver mon fil, de rentrer en résonance avec la salle. Et puis des fois, on y parvient, et des fois, on n'y parvient pas. Et ça se commande pas. Et on peut jamais... Je crois qu'aucun professeur, y compris les plus expérimentés, ne peuvent dire qu'ils sortent de tous leurs cours en se disant « j'ai fait du bon travail ». Des fois, non, la magie ne s'est pas créée, le flow ne s'est pas trouvé. Mais c'est aussi ce qui fait que quand on a un cours ou un stream qui s'est passé de manière au contraire particulièrement naturelle, eh bien ça en fait un instant justement particulièrement précieux. Est-ce qu'il y a eu des expériences, que ce soit des chroniques ou des Twitch, que tu as non pas appréciées, mais regrettées? Des choses où tu as senti que peut-être tu n'aurais pas dû aller dans cette direction-là, voire même, et je sais que c'est une question différente, des choses qui t'ont été préjudiciables, où tu as eu une pression ou un impact sur toi plus que ce que tu t'imaginais. Oui, bien sûr, c'est arrivé, c'est évidemment. C'est ce qui fait aussi que le métier que je fais, la manière que j'ai de le faire et que j'ai toujours eu de le faire, n'est pas confortable. C'est qu'il y a toujours cette possibilité-là. C'est-à-dire qu'on est sans filet et on sait qu'à n'importe quel moment, on peut avoir une parole qui nous sera reprochée, soit que l'on regrettera, soit qui nous sera reprochée. Alors, si c'est une parole que l'on regrettera, quelque part, c'est pas le plus grave parce qu'on peut toujours le stream d'après dire désolé j'ai dit ça et puis en fait c'est une connerie, et voilà, et les gens l'acceptent, et je pense qu'au contraire ils nous sont gré d'être capables de nous remettre en question. C'est plus embêtant quand on tient un propos avec lequel on est soi-même en accord et qui nous est reproché et dont parfois quelques mois plus tard on peut se dire ah non en fait c'était pas bon. Et là c'est plus difficile. Moi j'ai eu le cas à plusieurs reprises. J'ai eu le cas par exemple sur une chronique, je me souviens. C'était une chronique pour Quotidien où je parlais de laïcité. On m'avait demandé, la chaîne, la rédaction m'avait demandé de parler de laïcité, et l'invité en plateau, c'était Pape Ndiaye, qui était à l'époque ministre de l'Éducation. Et
Et on me dit, voilà, il faut que tu parles de laïcité, il faut que tu reparles de la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux ostensibles à l'école, etc. Tu as 3 minutes. Oh, wow. Et je dis, donc j'essaie Sujet très simple en plus, bien évidemment. Voilà, c'est ça. Et donc j'essaye de négocier, bien sûr, en disant, quand même, 3 minutes 40, en disant, Clément, il y a un ministre en plateau, 3 minutes. Mais par contre, il faut quand même traiter le sujet. Bon. Et là, alors c'est à la fois l'avantage, l'intérêt et en même temps l'inconvénient de travailler dans une rédaction, c'est que tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que ça, c'est l'exercice qu'on t'impose. C'est l'avantage parce que travailler dans une rédaction avec des exercices imposés, ça amène à se confronter à des sujets qu'on aurait esquivés par confort. Là, au contraire, on y va. Et moi, ça m'est arrivé qu'on me dise, Clément, il faut traiter ce sujet, que je commence en disant, non, c'est mort, il n'y a rien à en dire, c'est un sujet à la con, c'est vraiment des obsessions de l'extrême droite, on va venir touiller du fait divers. Et puis finalement, on y va parce qu'on n'a pas le choix et on se rend compte qu'en fait, on trouve quelque chose à dire. Et ça, c'est merveilleux quand tout d'un coup, la contrainte a été créative et qu'on a réussi à, au contraire, mettre le doigt sur un argument qu'on n'aurait peut-être pas identifié. Donc ça, c'est les moments où c'est très bien de travailler en rédaction. Et puis parfois, ça impose de se confronter, de se mettre en danger et puis d'en payer le prix. Et donc cette chronique, je me souviens, j'avais... moi, je maîtrise assez bien la question du droit de la laïcité, en l'occurrence. C'est une question que j'ai travaillée un peu comme chercheur. Et donc, j'écris une chronique et je la fais relire par un ami à moi qui, justement, est juriste, spécialiste notamment du droit de la laïcité. Okay. Et il me dit, voilà, attention Clément, ici c'est un peu imprécis, ici il faut que tu précises ça, etc. Et donc, j'intègre ce qu'il me dit et je sais que ma chronique, elle est au cordeau. Elle tient en 3 minutes 50. Oh. Et donc, voilà, première répétition, parce qu'il y a des répétitions quand on est dans des talk shows comme ça, qui sont en plus des grosses machines, des gros paquebots, où tous les rouages doivent être parfaitement huilés. Donc, première répétition, on me dit, Clément, ta chronique, elle est super, par contre, 3 minutes 50, c'est pas possible, faut couper. Et donc, je coupe, en enlevant des précisions qui me semblent être facultatives. Je me dis, bon, c'est pas grave, ok, d'accord, là, c'est une précision, les juristes trouvent que c'est important, mais pour les auditeurs, les auditrices, c'est pas si capital que ça. C'est pas le cœur du sujet. Absolument. J'arrive à 3 minutes. Je fais ma chronique. Ça se passe magnifiquement bien en plateau. Le ministre me dit merci pour votre présentation, très précieuse, etc. En plus, dedans, j'avais introduit des nuances qui pour moi étaient importantes, etc. Et avec lesquelles il n'était pas forcément d'accord. Mais il me dit oui, c'est précieux, merci pour cette présentation, etc. Donc en plateau, ça se passe bien. Et moi, je sors en me disant j'ai bien fait mon travail. Sauf que, évidemment, la question de la laïcité, c'est une question qui politiquement est extrêmement aujourd'hui controversée. Bon, on ne rentre pas dans le dossier, mais il y a des définitions concurrentes de la laïcité. Et donc, je m'engageais avec une chronique qui était devenue un tout petit peu imprécise sur un sujet qui est controversé. Je me le suis pris en plein visage. Ça a donné 2 semaines de bad buzz avec son lot d'insultes, de dénigrements, de harcèlement sur les réseaux sociaux parce que certains qui n'étaient pas d'accord avec ma proposition venaient, s'en prenaient à moi et quelque part c'est le débat public. Ils en ont le droit. Le problème c'est qu'ils le faisaient en exploitant des imprécisions de ma chronique et en me faisant passer pour un crétin, un débile qui ne connaissait rien à rien et qui avait commis des imprécisions, alors que les gars, je sais tout ce que vous êtes en train de me dire. Non mais seulement j'avais je pas le sais, plus que 3 minutes. mais voilà, mais c'était dans ma version initiale. Simplement, il fallait faire 3 minutes. Et donc là, voilà, tu payes le prix, c'est agaçant, tu payes le tarif. Le tarif, c'est 2 semaines à te faire dénigrer, et puis au bout d'un moment, tout le monde oublie, et voilà, et c'est autre chose. Et puis, il m'est arrivé la même chose sur Twitch il y a quelques années, où j'avais eu on va pas revenir dessus, mais puis peu importe, mais j'avais eu une prise de parole qui m'avait été reprochée, à juste titre. 6 mois plus tard, j'ai même pas eu besoin de 6 mois en réalité. 3 jours plus tard, en effet, je me disais mais oui, c'était mon analyse n'était pas la bonne. Elle était intellectuellement juste, mais politiquement inopportune. C'était pas le moment de faire ces distinctions là qui en effet étaient. Et puis voilà. Et je m'en étais pris plein la tronche. Bon ça arrive. C'est les risques du métier. Il me semble que tant que soit tu es sûr de ton fond. C'est-à-dire que, ok, tu t'en es pris plein la tronche, mais en vrai, tu es capable de tenir jusqu'au bout. Et c'était des adversaires politiques, ils sont pas d'accord avec toi, ils ont utilisé les méthodes du harcèlement. Tant pis. Toi, tu es sûr de la justesse et de la légitimité de ce que tu as dit, en tout cas de la conformité de ce que tu as dit avec tes valeurs. Et tu prends la tempête de plein fouet. Et puis parfois, tu commets une analyse qui n'est
pas bonne, qui n'était pas la bonne chose à dire, avec laquelle les personnes qui partagent tes valeurs, qui partagent ta vision du monde sont elles-mêmes en désaccord et te le font sentir. Ça, c'est le plus douloureux. Le plus important, c'est d'être capable de laisser passer la tempête et puis au bout d'un moment de dire en fait, les gars, c'est vous qui avez raison. Et je crois que si tu as cette honnêteté-là, de te remettre sincèrement en question, ou alors au contraire de dire bah non, là on a un point de désaccord. Moi, je tiendrai ma ligne jusqu'au bout et vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah tant pis. On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout pour lutter dans la même direction. Tant que tu es capable voilà, d'avoir cette droiture-là dans un sens ou dans l'autre, je pense que tu t'en sors in fine. Parlons, comme tu as parlé, on a parlé un peu rhétorique, on a parlé manipulation aussi. S'il y avait un outil que tu trouves le plus fourbe ou le plus vicieux, qui est que ça soit utilisé de manière publique ou dans la sphère publique ou politique, pardon, ou autre, ça serait lequel? Genre lequel pour toi serait l'outil rhétorique le plus fourbe auquel il faudrait faire gaffe? En fait, ce qui est intéressant, c'est que le contexte politique actuel, je crois, est en train de rejoindre de manière absolument inattendue le vécu douloureux et individuel des individus. Je m'explique. Il y a un sujet dont on parle beaucoup et qui n'est pas le sujet d'ailleurs dont je m'étais le plus emparé en rhétorique, précisément parce que ça a plutôt été conceptualisé par la psychologie, qui est la question de la manipulation perverse. Non pas de la manipulation rhétorique, c'est-à-dire présenter un argument faux avec les atours du vrai, mais là de la véritable manipulation psychologique, ce qu'on appelle le gaslighting concrètement. C'est-à-dire les outils d'emprise, les outils de manipulation psychologique qui amènent l'interlocuteur à douter de lui-même, à plonger dans une incertitude profonde, à se remettre en question alors même qu'on savait qu'on avait raison, on savait que c'est bien l'autre qui nous a causé du tort, c'est bien l'autre qui nous malmène, c'est bien l'autre qui nous harcèle, c'est bien l'autre qui nous plonge dans des abîmes de mal-être. Mais en fait, il le fait d'une manière tellement habile et perverse qu'il nous fait douter de nous-mêmes et qu'on se remet nous-mêmes en question et qu'on se dit que peut-être c'est un peu de notre faute, que peut-être finalement en effet on avait mal compris, que peut-être c'est vrai, c'était peut-être pas tout à fait ça qui s'est passé. Bon, ça, c'est un ensemble de techniques de manipulation psychologique qu'on appelle le gaslighting, qui ont été étudiées davantage, encore une fois, par la psychologie que par la rhétorique. Et moi, je m'en étais tenu un peu à l'écart. Et puis est arrivé les 8-10 dernières années, dans lesquelles on a vu, et c'est un renversement tout à fait inattendu, ces techniques-là rentrer dans la communication politique elle-même. Et ça a commencé, je ne sais pas si ça a commencé par cela, mais en tout cas, celui qui a fait exploser, je crois, ces techniques, c'est véritablement Donald Trump aux États-Unis, qui a instauré ce qu'on appelle aujourd'hui l'ère de la post-vérité. Donald Trump, sur son premier mandat, c'est plus de 30 000 mensonges et approximations qu'il a énoncés. C'est un décompte officiel du Washington Post. Plus de 30 000 mensonges et approximations en un mandat, ça fait plusieurs dizaines par jour. Je rappelle que Bill Clinton, quelques décennies plus tôt, Bill Clinton a failli être impeaché, c'est-à-dire a failli être renversé pour un mensonge. L'affaire Monica Lewinsky, c'est bien sûr une affaire de tromperie conjugale, mais ce qui a failli lui coûter son mandat, c'est pas l'infidélité, c'est le mensonge. C'est le fait d'avoir menti au peuple américain en disant non, je n'ai jamais trompé ma femme avec Monica Lewinsky, avant que tout le monde se rende compte que si de manière manifeste, c'était le cas. Bill Clinton a failli perdre son mandat pour un mensonge. Donald Trump en a prononcé 30 000. Il n'a jamais été menacé, du moins de menacé sérieusement d'impeachment. Pourquoi ? Parce qu'il nous a fait plonger dans un monde, une ère de la post-vérité, qui est une ère d'indifférence au vrai et au faux. Il y a eu tellement de mensonges, il a tellement malmené la réalité, il a tellement contredit le réel les yeux dans les yeux, au point où, précisément, le concept de mensonge ne suffit plus. Parce que la définition d'un mensonge, c'est qu'il cherche à être dissimulé. Mais là, Donald Trump, c'est du mensonge qui ne cherche même plus à être dissimulé. Il regarde le réel les yeux dans les yeux et il en dit le strict contraire. Et bien ça, en rhétorique, il a fallu trouver un concept. Alors moi, j'ai proposé une conceptualisation en allant rechercher une vieille figure de style inoubliée, oubliée et qui me semble adaptée, qui est l'anticatastase. L'anticatastase, c'est un mensonge qui ne cherche même pas à se dissimuler lui-même. C'est le réel qui est contredit les yeux dans les yeux. Okay. Un mensonge qui peut être constaté sur le champ par toutes et par tous. Et bien ça, c'est ce qu'a fait Donald Trump et il nous a fait plonger dans cette ère de la post-vérité. Et c'est arrivé en France, hélas, où on a vu et on voit depuis maintenant une dizaine d'années, un peu moins,
de nombreux responsables politiques, alors certains dans l'opposition, mais hélas, c'est vrai aussi au gouvernement, avoir des prises de parole qui contredisent le réel, mais les yeux dans les yeux. Et ça, pour moi, c'est tout à fait similaire aux stratégies d'emprise. Qu'est-ce que c'est que les stratégies d'emprise de gaslighting? C'est de décrire le passé à celui ou celle qui l'a vécu d'une manière contraire à la manière dont il ou elle l'a vécu. On sait que l'autre, ce jour-là, nous a causé du tort. Et le gaslighter va dire, le manipulateur va dire, mais c'est pas vrai, mais pas du tout, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais enfin, t'étais là pourtant. Et c'est plus pas ce l'autre qui s'est va passé. insister, plus on va le faire culpabiliser aussi. Comme Exactement. Ça, ouais. Et c'est même le manipulateur, le gaslighter qui va dire mais pourquoi tu dis ça? Mais enfin, tu cherches à me faire, tu me cherches moi à me faire me sentir mal. Enfin, tu dis ça parce que tu m'en veux. Bon, tout est renversé. Tout est cul par-dessus tête. Et c'est exactement ce qui se passe en politique. Il me suffit de reprendre ce qu'on a vécu ces derniers mois, mais vraiment ces tout derniers mois. Elisabeth Borne, au moment où le gouvernement s'apprête à être censuré, Elisabeth Borne nous dit, attention, s'il y a censure du gouvernement, vos cartes vitales ne fonctionnent plus, les fonctionnaires ne sont plus payés. Mais tout le monde savait que c'était faux. Tous les chercheurs en sciences politiques, en finances publiques et en droit avaient dit non, c'est pas vrai. Il y a vraiment il y a un précédent, on sait comment faire, les cartes vitales fonctionneront. Elle le savait, Elisabeth Borne, elle est énarque, ancienne première ministre, elle sait de quoi elle parle. Elle contredisait le réel, les yeux dans les yeux, rien à faire. Et elle n'a pas eu à en payer le prix parce qu'on a été tellement habitué à ce qu'on nous mente les yeux dans les yeux qu'on s'en fiche. François Bayrou, Premier ministre, excusez du peu, sur l'affaire Betaram. Au moment où Mediapart sort cette affaire terrible pour François Bayrou, le fait qu'il était au courant de ces violences commises dans un établissement privé catholique où il avait lui-même mis ses enfants, où sa femme enseignait elle-même le catéchisme, il était au courant de violences terribles qui avaient été commises et il n'avait rien fait. Ça, c'est l'affaire. Mediapart révèle l'affaire avec deux éléments tout à fait terribles. Il était au courant d'une plainte en 96, à l'époque où il était ministre de l'Éducation nationale, excusez du peu, et ensuite, en 98, il est au courant de 2 plaintes supplémentaires à l'époque où il est président du département où se situe Betaram, et donc responsable tout de même de la protection de l'enfance. Mediapart sort ces éléments-là. François Bayrou, à l'Assemblée nationale, séance de questions au gouvernement, je le cite de manière quasiment exacte. Je n'ai jamais été au courant de violences, a fortiori de violences à caractère sexuel, ayant eu lieu à Betaram. Et il ajoute, j'attaque en diffamation Mediapart pour cet article. 2 jours plus tard, dans sa propre voix, il admet avoir eu connaissance en tant que ministre de la plainte de 96. 3 jours plus tard, dans sa propre voix, il admet avoir effectivement rencontré le juge responsable de l'affaire en 98 qui lui a confirmé l'existence de 2 plaintes pour viol sur mineur à l'encontre du directeur de l'établissement. Donc il a admis la véracité des éléments produits par Mediapart qu'il menaçait lui-même d'attaquer en diffamation. 1 semaine plus tard encore, François Bayrou, mais enfin, je n'ai jamais été au courant d'aucune violence commise à Betaram. Il contredit le réel les yeux dans les yeux. A-t-il eu à en payer le prix? Jamais. Emmanuel Macron, président de la République, 2019, grand débat national, il est face à des élus de l'outre-mer et il évoque le chlordécone, ce pesticide qui a commis des ravages dans les Antilles. Il prononce la phrase suivante: il ne faut pas dire que le chlordécone est cancérigène. Je la cite exactement. Il ne faut pas dire que le chlordécone est cancérigène parce que ça agite les peurs et que c'est pas vrai. Il est évidemment et immédiatement contredit par toute la communauté scientifique. 3 jours plus tard, c'est ça qui est intéressant, communiqué de presse de l'Élysée, le président de la République n'a jamais dit que le chlordécone n'était pas cancérigène. Oh, wow. Mais il l'a dit 3 jours plus tôt et tout le monde l'a vu ça. Bon, et jusque aujourd'hui, c'est peut-être le point culminant, le Rassemblement national, condamné pour détournement de fonds publics, au terme d'un procès, au terme d'une enquête qui a duré plusieurs années, un procès qui a duré 2 ans, ils ont pu faire valoir leur contradictoire, les faits sont absolument accablants, ils sont condamnés conformément à la loi française, votée au nom du peuple français par les représentants français, les élus français. Si jamais la loi ne leur convenait pas, qui pouvait l'amender? Les députés du Rassemblement national, dont Marine Le Pen, qui est elle-même condamnée. Elle n'est donc condamnée qu'au terme d'une loi qu'elle aurait pu elle-même voter, qu'au terme d'une loi qu'elle aurait pu elle-même amender, abroger. Pire que cela, quand la loi en question a été durcie, les élus du RN
ont voté le durcissement, ils étaient donc d'accord avec le durcissement de cette loi. Marine Le Pen, sur TF1, au soir de sa condamnation, c'est une violation de l'état de droit. Mais il est violé où l'état de droit ? Elle a été votée, elle a été condamnée conformément à une loi votée par le peuple français, une loi qu'elle aurait pu abroger, elle n'a jamais cherché à le faire. Mais pourtant, elle prétend que la démocratie est bafouée et qu'elle a été condamnée contrairement à l'état de droit, alors que justement l'état de droit, c'est de traiter chaque justiciable comme les autres. Et que elle, ce qu'elle demande, c'est au contraire à être au-dessus des lois. Eh bien, vous voyez, tout est cul par-dessus tête. Et ça, c'est ce que un sociologue qui s'appelle Marc Joly a qualifié précisément d'emprise du pouvoir, de communication perverse, de communication perverse. Là, je crois que le titre de son livre, c'est « La communication perverse au pouvoir ». Et lui, il s'attache principalement à Emmanuel Macron, mais ça va au-delà de Macron et même au-delà du gouvernement. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le discours politique n'a plus besoin d'être vrai, il n'a plus besoin de pouvoir être conforme aux faits. Le peuple, les citoyennes et les citoyens se sont habitués aux mensonges. Il y a une forme d'indifférence au vrai et au faux qui s'est installée. Et aujourd'hui, on peut comme ça dire aux citoyennes et aux citoyens le contraire de ce qui est vrai. On peut leur dire on peut leur dire les yeux dans les yeux sans jamais avoir à en payer le prix. Et c'est le moment où cet outil qui était l'outil le plus terrible et le plus détestable de la communication interpersonnelle, les outils d'emprise et de manipulation psychologique, sont devenus des outils de communication politique. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et ça, pour le coup, moi, je crois que c'est extrêmement grave. Incroyable. Eh ben, merci beaucoup, Clément, pour cet épisode hyper riche. Avant de terminer... Chaque semaine, on donne un tips à nos auditeurs et auditrices. Donc, quelque chose de concret qu'ils et elles vont pouvoir utiliser dans leur vie quotidienne. Est-ce que tu aurais un tips à nous donner ? Oui, je finirai avec le... Enfin, oui, je donnerais peut-être le tips le plus déceptif au monde. je vais donner le tips vraiment le moins sexy qu'on puisse donner, mais peut-être le plus efficace. Mon conseil serait de dire, quand on cherche à convaincre, il faut être prêt à ne pas y parvenir. Le pire ennemi de la conviction, c'est l'insistance. Puisque l'insistance, et vous le savez mieux que moi, elle vient amener l'interlocuteur à lever ses barrières critiques, à rentrer en réactance. Et souvent, quand une cause nous tient à cœur et qu'on veut en convaincre notre interlocuteur ou notre interlocutrice, on va avoir tendance à insister, à malmener l'autre comme un pommier pour être sûr de bien emporter la conviction. C'est la meilleure manière de le braquer, de l'amener à se dire « bah non, tu veux tellement avoir un impact sur moi que je vais me fermer à ta communication ». Au contraire, le bon rhéteur, c'est celui qui se voit moins, c'est la métaphore de fin de mon livre, qui se voit moins comme un alchimiste, quelqu'un qui va transformer les non en oui, comme l'alchimiste transformait le plomb en or, et quelqu'un qui se voit plus comme un modeste jardinier, qui va planter une graine et espérer derrière qu'il pleuve et que la graine pousse. Et des fois, eh bien, on ne parviendra pas à convaincre. Et des fois, on se dira, peut-être que j'aurais dû plus insister, peut-être que j'aurais dû un peu plus arroser moi-même. Mais ce qui est sûr, c'est que si on plante la graine et qu'on la noie d'eau, la graine va pourrir et elle ne poussera jamais. Et donc, mon conseil, ce serait cela. Accepter la possibilité de ne pas convaincre, ne pas malmener l'interlocuteur, le laisser libre d'accepter notre pensée ou de la refuser. Et c'est paradoxalement la meilleure manière de favoriser les chances que l'idée que l'on défend, la valeur que l'on a à cœur, prenne racine chez celui ou celle qui est en face de nous. Bah, merci beaucoup. Merci Clément. Vous pouvez découvrir Clément avec son livre Le pouvoir de la rhétorique, et je vous invite fortement à aller le voir aussi en spectacle, L'art de ne pas dire, qui est en ce moment en tournée. Toutes les dates sont dans la description. Quant à moi, à partir de demain et tout le mois de juillet, je suis au Festival d'Avignon avec l'effet papillon, donc n'hésitez pas à venir. Et on se retrouve à la rentrée.